La parole est à monsieur Roland Ries, maire de Strasbourg. Monsieur le Président national de la LICRA, cher Alain Jakubowicz, Madame la Présidente de la LICRA du Bas-Rhin, où est-elle? Fabienne Angèle. Mais viens devant. Elle est discrète. Voilà. Viens écoutez, là. Viens me soutenir. Je salue mes collègues adjoints, le premier adjoint Alain Fontanel et Olivier Bitz, l'adjoint Finance, personnage important partout, notamment dans les collectivités locales par les temps qui courent. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville de Strasbourg, dans la maison commune des citoyens de Strasbourg, mais c'est un bâtiment prestigieux, comme vous pouvez le voir, qui a été, avant d'être Hôtel de Ville de Strasbourg, une maison patricienne, donc aristocratique, au XVIIIe siècle, c'est les années 1740, la construction, et c'était l'époque où les aristocrates n'étaient pas forcément à Strasbourg, mais ils étaient dans les environs, et ils avaient la volonté d'avoir un pied-à-terre à Strasbourg. Et ils se sont fait concurrence, et du coup, on a un quartier 18e siècle français qui est superbe. Ce bâtiment-là, c'est l'ancien manoir, l'ancien palais de la famille Hanau-Lichtenberg. Le pays de Hanau, c'est une région un peu au nord de la région Alsace, mais ils avaient besoin de venir ici. Mais ça ne les empêchait pas de faire la critique de l'impérialisme strasbourgeois sur la région. Et ça n'a pas changé. Ça remonte au Moyen-Âge. À l'époque, ils avaient même, les prédécesseurs avaient créé la Décapole, qui était une alliance de 10 villes alsaciennes contre Strasbourg, contre l'impérialisme strasbourgeois. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'un côté, il y a il y a l'hôtel des Deux Ponts, autre famille aristocratique, qui est aujourd'hui l'hôtel dans lequel se trouve le gouverneur militaire de Strasbourg. Un peu plus loin, il y a le siège de l'archevêché, voilà, aussi du XVIIIe siècle. Et encore un petit peu plus loin, il y a l'hôtel du préfet, qui appartient à la ville de Strasbourg, c'est-à-dire que nous logeons le représentant de l'État, qui ne paye d'ailleurs pas le loyer, mais, je dois dire pour être juste, on ne va pas, non, mais pour être juste, il entretient le bâtiment. Et vous savez que les frais d'entretien d'un bâtiment comme celui-là, ou de sien, sont évidemment très, très élevés. Donc je suis très heureux que vous ayez choisi Strasbourg pour votre 50e convention, car la LICRA, vous le savez, mesdames et messieurs, chers amis, a naturellement toute sa place dans la capitale européenne des droits de l'homme et du citoyen. C'était d'ailleurs, une histoire, déjà à Strasbourg qu'en 1979, lors de son 33e congrès national, ce qui s'appelait à l'époque la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, s'est réunie pour devenir la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. La LICRA. On est passé de la LICA à la LICRA, c'est-à-dire on a élargi au fond le champ d'action de la lutte contre toutes les formes d'exclusion, de racisme et bien sûr d'antisémitisme. En fait, votre association est plus ancienne que cela, puisque vous disiez tout à l'heure, elle est fêtée à peu près 90 ans. Non, pas à peu près, exactement. Exactement. 1927, 90 ans, un âge plus qu'honorable qui permet d'avoir la sagesse d'examiner les situations avec une certaine hauteur. Et Dieu sait qu'aujourd'hui,
il est nécessaire d'examiner avec le recul nécessaire pour avoir l'esprit critique sur ce qui se passe dans notre pays et plus globalement en Europe et dans le monde. Je dois citer aussi parmi les premiers adhérents de la LICA des noms prestigieux: Sigmund Freud, les partis de la LICA, Bernard Shaw, Tristan Bernard, Pierre Brossolette et bien d'autres. Évidemment, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la LICRA est entrée dans la clandestinité. Nombre de ses membres s'étant évidemment engagés dans la résistance. Je ne vais pas faire toute l'histoire, vous la connaissez aussi bien et même mieux que moi. Je veux dire un mot sur aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que il y a un phénomène qui est en train de se développer et qui est très préoccupant. C'est-à-dire qu'on parle de populisme, on parle bien sûr de résurgence de radicalité, de radicalisme, mais pas radical au sens que nous connaissons ici, radical, c'est-à-dire totalitaire, refusant la différence et cherchant à imposer sa loi au reste du monde. Et cela se traduit par des actes terroristes visant à déstabiliser nos sociétés. Je crois que tout ça s'enracine dans un sentiment que on peut se préoccuper de son coin, de sa ville, de son village, sans se préoccuper du reste du monde. Cette idée me paraît aujourd'hui plus que jamais fausse. Elle l'était déjà avant, je crois qu'on est bien placé à la LICRA pour s'en rendre compte, mais elle l'est aujourd'hui encore plus qu'avant. Parce que dans un monde interconnecté comme celui que nous connaissons aujourd'hui, il est évident que tout est dans tout. Et que ce qui se passe au bout du monde a des incidences sur ce qui se passe chez nous. Donc l'idée qu'on puisse mettre des murs autour de la ville de Strasbourg, ça se faisait, ou qu'on puisse se séparer du reste du monde, est une idée non seulement contre la solidarité internationale, mais une idée fausse, impossible à mettre en œuvre aujourd'hui. Je pense donc que plus que jamais, le combat que vous menez à la LICRA est aujourd'hui un combat d'actualité. Il faut que, ensemble, tous les démocrates, tous ceux qui sont respectueux de l'état de droit, tous ceux qui acceptent la différence non pas comme une menace sur leur identité, mais comme une richesse potentielle qu'on peut prendre ou ne pas prendre chez ses voisins, chez ses compatriotes et, je dirais, chez les citoyens en général. Tout cela aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Je terminerai en disant que le thème que vous avez retenu pour votre convention va justement dans ce sens-là. Alors vous parlez de populisme, l'Europe face au populisme, c'est vraiment une des thématiques qu'il faut, à mon avis, approfondir aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre présentement. Et je dois dire que la campagne électorale des présidentielles, j'en dis juste un mot au passage, ne facilite pas forcément l'élévation d'esprit suffisante pour examiner la situation telle qu'il faudrait le faire aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai dit. Donc, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour continuer votre action. On en a besoin plus que jamais aujourd'hui. C'est absolument indispensable que vous puissiez vous réunir, comme vous le faites pendant ces 3 jours ici à Strasbourg, échanger entre vous, mais aussi après porter la parole vers l'extérieur. Mais je fais confiance à Alain Jakubowicz et à tous ceux qui sont ici pour le faire. Donc, je vous souhaite une bonne convention ici à Strasbourg, des échanges peut-être parfois vifs, en tout cas chaleureux. Et puis, n'oubliez pas de faire un tour de temps en temps à Strasbourg. Votre programme, je sais, est chargé. Demain, vous êtes à l'ENA. Après-demain, vous serez au conseil départemental. Mais
n'hésitez pas à vous évader un petit peu. Vous verrez, Strasbourg change beaucoup. Il y a la partie patrimoniale qui est superbe. Et puis, si jamais vous vous promenez du côté des deux rives, là, vers le Rhin, vous verrez que Strasbourg est en pleine transformation. Et c'est normal qu'une ville qui vit, qui se développe, doit aussi être dans la modernité et dans les attentes de ses concitoyens. Merci à vous, bonne conversation. Monsieur Alain Jakubowicz, président national de la LICRA. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente de la LICRA Strasbourg, chère Fabienne, chers amis, je mesure, monsieur le maire, l'honneur qui nous est fait ce soir d'être reçus dans la maison commune des Strasbourgeois. Au nom de tous les militants de la LICRA, je veux, monsieur le maire, vous dire ma gratitude. La dernière fois que nous nous sommes vus, cher Paul-Henri, c'était le 10 décembre 2015, dans des circonstances exceptionnelles. Le dimanche précédent, le Front National, conduit par Florian Philippot, était arrivé très largement en tête des premiers tours des élections régionales, en obtenant 36% des voix. Sans hésiter, avec Philippe Rotner, représentant de la liste menée par Philippe Richert, vous avez répondu à notre appel. L'appel des Républicains, les vrais, pour faire battre l'extrême droite. Nous sommes parvenus à empêcher sa victoire ici, mais aussi en PACA et dans les Hauts-de-France, en formant ce que mon prédécesseur Jean-Pierre Bloch appelait ce front de toutes les forces saines de la nation, sincèrement progressiste et démocratique. Un peu plus d'un an après, nous voilà donc de nouveau réunis à Strasbourg, alors que la France s'apprête à choisir son président de la République et, c'est aussi important à mes yeux, son Assemblée nationale. En cette période où les extrémismes s'expriment et monopolisent le débat public, tenir notre 50e convention dans votre ville, c'est pour nous entendre la voix des Lumières, celle des résistants, dont le cœur si souvent a battu en Alsace. Venir à Strasbourg, c'est faire résonner les paroles de la Marseillaise, écrite par Rouget de Lille, ici même, et qui, des siècles après sa composition, réussira à donner à Guy Moquet le courage d'affronter ses assassins et à Marie-Claude Vaillant-Couturier celui de franchir le camp d'Auschwitz. Venir à Strasbourg, c'est entendre le message de Kléber, engagé dans l'armée du Rhin en 1792 pour dire au monde que la France était devenue ce pays faisant la guerre aux ennemis de la liberté. Venir à Strasbourg, c'est refuser le fatalisme en pensant à Leclerc, qui, en plein désert africain, à un moment où l'Allemagne nazie triomphait, faisait le serment qu'il honora de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Venir à Strasbourg, c'est penser aux 44 enfants de Lisieux, dont nous commémorerons le souvenir de la rafle le 6 avril prochain, qui, dans le camion de Klaus Barbie, les emmenant vers la mort, ont entonné « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Venir à Strasbourg, c'est se souvenir de Marc Bloch, républicain intégral et résistant admirable, professeur d'université de cette ville, dont l'œuvre historique demeure 73 ans après son assassinat par la Gestapo, le meilleur antidote aux entreprises négationnistes. Venir à Strasbourg, c'est rencontrer l'Europe, celle de Simone Veil, que Simone Veil célébrait dans le discours qui suivit son élection à la présidence du Parlement européen le 17 juillet 1979, en parlant d'une communauté fondée sur un patrimoine commun et un respect partagé des valeurs humaines fondamentales. Venir à Strasbourg, c'est signifier que les frontières sont des passerelles, que la nation, c'est l'inverse du nationalisme, et que la réconciliation l'emporte toujours sur la haine et le repli. C'est le sens
C'est le sens que nous avons voulu donner à cette 50e convention en sortant du précaré hexagonal pour montrer à nos compatriotes que ce qui se jouera en France, chez nous, lors des élections de mai et de juin, se joue aussi sur le reste du continent. Partout en Europe, l'extrême droite a enfilé les habits du populisme. En Hongrie, en Italie, en Autriche, en Belgique, en Pologne et bien sûr en France. Elle tente d'avancer masquée en se rebaptisant patriote, national, eurosceptique, souverainiste. Mais rien n'y fait. L'extrême droite a beau avoir recours à la chirurgie esthétique, on voit les futurs. Pas facile de dissimuler sa véritable nature. En Autriche, il a fallu beaucoup de talent à Norbert Hofer pour faire oublier les racines néo-nazies de son parti et les amitiés devenues gênantes qu'il a dû congédier en toute hâte, au moins en apparence. En Italie, Beppe Grillo ne parvient pas à contenir son antisémitisme violent et son rejet de tout ce qui n'est pas italien. En Grande-Bretagne, Nigel Farage, lors des dernières élections au Parlement, a fait campagne sur l'abrogation des lois antiracistes qui, selon lui, entravent le développement du pays. Rien de moins. Et les affiches de UKIP, diffusées à l'occasion du référendum sur le Brexit et montrant des hordes de réfugiés à l'assaut de l'Angleterre, n'ont rien à envier à la propagande fasciste des années 30. En France, la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen ne doit pas nous faire oublier, à l'image des dérapages récents de certains de ses élus, que le diable se cache toujours dans les détails. Le point commun à tous ces populistes, même grimés en pseudo-démocrates, c'est, on le voit encore et toujours, la haine de l'étranger, l'enfermement identitaire et le fantasme d'une Europe monochrome, exclusivement blanche et chrétienne. C'est aussi, je le dis ici à Strasbourg, la volonté d'anéantir l'Europe. C'est pour nous, militants de la LICRA, un enjeu considérable que de faire vivre le rêve européen tel qu'il a germé dans l'esprit de nos pères fondateurs. Avec le recul, nous pouvons même dire aujourd'hui que l'Europe est sans doute la plus belle idée antiraciste qui ait pu voir le jour sur notre continent. C'est sans doute la raison qui explique l'acharnement avec lequel les populistes s'emploient à le détruire, à la détruire. L'Europe que nous aimons, c'est cette Europe qui protège les droits fondamentaux et a permis de faire partager à 47 pays sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale un nouvel État de droit fondé sur les principes proclamés pour la première fois en 1789. Ceux qui, sous couvert de vouloir l'amender, l'aménager ou la rendre optionnelle, veulent en réalité tuer l'idéal européen en même temps qu'affaiblir les droits de l'homme. S'ils devaient y parvenir, ce serait envoyer au monde le signal de notre abdication et de notre renoncement à être nous-mêmes. Si nous devons faire un vœu, à la veille de l'ouverture de nos travaux, c'est, et je le dis ici aux militants de la LICRA, c'est de demeurer nous-mêmes, fiers de ce que nous sommes, de garder le cap, de ne rien abandonner à la fièvre qui gagne le pays et de mener la bataille des mots et des valeurs. Nous ne pouvons pas accepter de voir le Front National revendiquer l'héritage de Blum, de Jean Moulin, de Mendès France ou même du général de Gaulle, alors que tout dans l'histoire du Front National renvoie à la collaboration, au racisme, à l'antisémitisme et à l'antigaullisme. Nous ne pouvons plus non plus accepter d'entendre que le Front National serait devenu le parti de la défense de la laïcité, alors que l'intégrisme catholique ennemi juré de la loi de 1905 demeure le socle de l'extrême droite. Nous ne devons pas tolérer que Mme Le Pen prétende avoir le monopole de la nation, alors que cette idée, cette belle idée, est aux antipodes de la France étriquée, aigrie et bunkérisée qu'elle appelle de ses voeux. De la même façon, nous ne pouvons pas accepter que l'on prétende qu'il existerait en France un racisme d'État qui serait la manifestation d'une nouvelle forme de domination coloniale. Nous ne sommes ni en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, ni dans l'Alabama de Rosa Parks. Nous refusons que soient organisés dans nos universités des symposiums réservés aux racisés et de fait interdits aux Blancs.
Il n'existe pas de république à la découpe au sein de laquelle les communautés imposeraient les lois particulières fondées sur la couleur de la peau, l'ethnie ou la religion. Alors, pour conclure et ouvrir nos travaux, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous réapproprier nos mots, nos symboles et nos valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la nation, le drapeau tricolore, nos figures historiques, nos morts et nos martyrs. Nous sommes la France. Ne laissons pas les extrémistes qui l'ont trahi et continuent à la trahir, chaque jour, la travestir et nous en déposer. Je vous remercie.